Bienvenue dans cette édition de Parole d'experts de Café de la Bourse, votre émission pour tout savoir sur l'envers de la finance, apprendre les marchés et investir avec ceux et celles qui y travaillent au quotidien. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Malteste, qui est chef économiste et directeur des investissements chez Yomoni. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors Olivier, comment est-ce que vous êtes devenu chef économiste et directeur des investissements de Yomoni? Alors comment vous êtes arrivé là? Et puis au cours de votre formation et de votre carrière, qu'est-ce qui vous a le plus formé? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Je suis arrivé là, grâce à Sébastien Dornano, hein, qui est le fondateur de Yomoni et qui m'a contacté, il y a maintenant un peu plus de 3 ans, pour savoir et me présenter exactement où on était, Yomoni à cette époque-là et me demander si ça m'intéresserait de rejoindre, cette formidable aventure. Mais ça s'appuie en fait sur, un peu plus de 20 ans déjà, d'expérience, professionnelle et puis, même si on revient avant sur des études. Moi, j'ai fait toutes mes études, dans l'université, Paris-Dauphine, D'accord. et j'ai commencé par faire des maths. Donc à l'époque, ça s'appelait un DUG, hein, donc j'ai fait 2 années de mathématiques appliquées à Dauphine. Ensuite, j'ai bifurqué en économie appliquée, jusqu'à avoir donc licence maîtrise, et puis ensuite j'ai fait un master, le master 222 en gestion d'actifs, qui était un master en alternance. D'accord. C'est un master dans lequel j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir donner, quelques heures de cours sur, les produits structurés et les ETF globalement. D'accord. Et ensuite, de par l'alternance, j'ai commencé à travailler d'abord dans une société de gestion quantitative. La chance que j'ai eue, hein, c'est que dans mon parcours, j'ai été relativement fidèle, aux entreprises qui m'employaient, mais j'ai fait plusieurs métiers, au sein des différentes entreprises et donc j'ai commencé par faire environ 9 ans sur les produits structurés. D'accord. Donc en commençant chez Sinopia, qui était une filiale du groupe HSBC spécialisée en gestion quantitative. Donc là, j'ai vu comment travaillait une entreprise qui fondait ses décisions d'allocation sur des modèles, économiques et mathématiques et sur lequel j'ai traité et j'ai travaillé pour les produits, garantis. Et donc j'ai commencé par, travailler sur les produits dérivés et ensuite sur la gestion des fonds structurés, la gestion en coussin. Et ensuite, je suis D'accord. parti, chez Lyxor, dans le groupe Société Générale, où j'ai fait Oui. aussi des produits garantis, avant de partir en gestion diversifiée. Donc D'accord. j'ai vraiment ces deux compétences, hein, gestion structurée et garantie d'un côté et ensuite gestion diversifiée sur laquelle j'ai utilisé des futurs et beaucoup d'ETF. Oui, Heu c'est qui est et quand même la spécialité de Lyxor, oui. et voilà, mais donc moi, j'étais pas dans l'activité qui faisait les ETF, mais dans une activité de gestion diversifiée qui, du coup, D'accord. investissait en ETF. Et ensuite, j'ai passé 1 an chez Amundi lorsque Amundi a racheté Lyxor. Lyxor, oui. Et j'ai rejoint ensuite, Yomoni, et ces entreprises sur lesquelles, j'accompagne le développement et aujourd'hui je m'occupe du coup, à la fois en tant que chef économiste des visions et de la vue, macro, qui peut exister chez Yomoni parce qu'on est une société de gestion, donc on fait Mmh. vraiment des paris et de la gestion à base d'ETF. Et puis en tant que directeur des investissements, on y reviendra je pense, mais j'ai la responsabilité du coup des performances, et de l'encadrement des mandats, qu'on offre à nos clients. D'accord. On va justement s'arrêter là-dessus. Effectivement, vous avez, 2 casquettes, chez Yomoni. Il y a à la fois, chef économiste et directeur des investissements. Alors concrètement, comment, se passe, votre métier? Alors j'imagine que dans une même journée, vous faites les 2. Et quel est, votre rôle, votre mission? Comment vous échangez avec les équipes? Voilà, comment ça se passe? Alors, en fait, les 2 se nourrissent, et c'est ça aussi qui fait l'intérêt de mon métier, hein, c'est que les 2 se nourrissent. C'est-à-dire que ce qu'on attend de moi en tant que chef économiste, c'est de suivre, les différentes publications macroéconomiques ou Alors, microéconomiques qu'on peut observer et d'essayer d'en tirer des tendances, globalement et de bien percevoir, ce qui se passe, globalement en termes économiques et les implications que ça peut avoir sur les marchés financiers. Et donc là, j'ai un rôle, ensuite pour nourrir, le comité d'investissement, d'une part, donc ça, c'est plutôt interne sur les décisions qu'on va prendre, globalement sur les comités d'investissement, mais aussi un rôle externe d'explication, d'accompagnement, que ce soit de nos clients ou de nos prospects, pour expliquer ce qu'on perçoit, la façon dont l'économie fonctionne et la façon dont ça peut impacter, globalement, les différentes performances de profil et les marchés d'une manière générale. Pour nous, hein, on a vraiment un rôle pédagogique et on considère qu'il faut avoir un rôle pédagogique pour accompagner, nos clients, et nos prospects, hein, puisque l'essentiel de ce qu'on publie est disponible, à tous, ouais. par le kiosque, de Yomoni, hein, qui est un blog sur lequel on publie très fréquemment et puis sur lequel on envoie directement à nos clients nos différentes analyses et explications. Et donc ces deux fonctions-là se nourrissent, puisque mon rôle en tant que directeur d'investissement, c'est de permettre, de piloter les différents comités qu'on peut avoir, à
l'intérieur de Yomoni et de la gestion de Yomoni, qui vont être les comités d'allocation, qui vont être les comités aussi de sélection des ETF, de permettre aux différents membres des comités de s'exprimer, d'exprimer leur vue, d'encadrer ces décisions. Et donc, on se base, hein, nous, on fait des allocations qui sont basées essentiellement sur la macroéconomie et sur les positionnements. Et donc, on va utiliser les deux. Et on a un rôle vraiment, et ça j'y tiens, hein, c'est un rôle auquel je tiens beaucoup, ce rôle pédagogique pour expliquer, parce que on milite, nous, hein, pour l'intérêt de déléguer sa gestion Oui, lorsqu'on tout est à fait, client. oui. Mmh. Mais déléguer sa gestion, ça veut pas dire ne pas regarder et juste fermer les yeux en espérant que tout se passera bien. Ça fait aussi partie de notre rôle d'expliquer, de mettre en perspective les décisions d'investissement, d'expliquer pourquoi est-ce qu'on prend une décision ou au contraire on ne prend pas de décision, par exemple. Et donc tout ça nourrit et c'est normal de répondre aux interrogations des clients et de leur expliquer nos choix, D'accord. de Alors, leur mettre en perspective. comment ça se passe? Ça veut dire que vous répondez aux interrogations des clients? Ça veut dire que, par exemple, ils vous appellent ou ils vous écrivent? Ou alors, est-ce que, par exemple, aussi, quand on est client chez Yomoni, il y a un système, de reporting, régulier qui explique, quelle est, votre vision, macroéconomique, comment vous avez, quels arbitrages vous avez pu faire? Comment ça se passe? Alors il y a les 2 en fait, c'est-à-dire D'accord. nous on donne un certain nombre d'informations, un certain nombre de reporting réguliers, à l'intérieur de notre application puisque nos clients ont une application sur laquelle ils ont accès directement à leur compte, qui est valorisé quotidiennement et sur lequel ils ont accès directement à nos publications. Mmh. Et même si on a une image de robot advisor, on a aussi, beaucoup de conseillers, qui viennent répondre aux questions des clients. Et la chance qu'on a, hein, c'est qu'on est dans une structure qui est relativement petite, hein. On est encore moins de 100 personnes chez Yomoni. Et donc, on communique énormément, à la fois avec les clients, mais surtout aux équipes conseils, Ouais. qui nous remontent dès qu'ils ont des questions un peu précises ou un peu pointues de certains clients, qui nous remontent les questions, ce qui nous permet d'être très réactifs, et de donner les éléments d'information si jamais il y a des questions vraiment techniques. Et ça nous arrive, hein, d'avoir des questions très techniques de clients qui suivent vraiment les marchés, qui suivent vraiment, la gestion ETF d'une manière générale aussi, et qui viennent parfois nous passer des questions très techniques et sur lesquelles on répond. Donc c'est souvent sur ces questions-là sur lesquelles on va répondre de manière dédiée aux clients. Pourquoi? Parce qu'on va pas forcément expliquer des choses très techniques à tous les clients, parce que Oui. beaucoup de clients, ça ne les intéresse pas. Et donc on a vraiment cette interaction-là avec les conseillers, et avec un engagement de répondre sous 48 heures à toute demande de rendez-vous, hein, de la part de nos clients. Et donc c'est vraiment cette interaction-là aussi qui sert. Et il y a tous les reportings évidemment, réguliers, et l'application aussi nous aide à pouvoir, communiquer, et nous donner de l'information à nos clients. D'accord. Est-ce que vous avez du coup plus de questions techniques ou d'ailleurs plus de questions tout court qu'auparavant? Est-ce que vous voyez une, plus grande implication, de vos clients, dans leurs investissements? Oui, parce que les ETF, même si c'est encore quelque chose, et ça nous surprend toujours, c'est toujours quelque chose qui est globalement à l'échelle de la France et de la population française. Quand on regarde la représentation de la population française, en fait, il y a qu'environ que 40 des Français qui savent un peu ou bien ce Ouais, que c'est qu'un c'est qu'un ETF. ETF, ouais. Et ça, c'est toujours quelque chose qui Ouais, nous surprend, hein. L'ordre de grandeur sur le bitcoin, par exemple, et la même question posée aux Français, ils sont plus de 80 à dire qu'ils savoir un peu ou parfaitement ce que c'est que le bitcoin, alors que c'est d'accord. beaucoup plus compliqué, hein, que les ETF. Mais ce qu'on voit effectivement, c'est qu'il y a eu beaucoup quand même, de pédagogie, beaucoup d'influenceurs qui ont mis en avant, sur les réseaux sociaux, les ETF et la facilité des ETF. Et donc on voit un certain nombre de clients, qui viennent, poser des questions de plus en plus techniques. Et on a aussi beaucoup de retours de clients qui viennent nous voir en disant: «Bah, quand je suis arrivé chez vous dans votre plateforme, d'épargne, je connaissais rien, et Ouais. au fur et à mesure de lire, en fait, ce que vous écrivez et la pédagogie que vous nous offrez, j'ai l'impression de connaître de mieux en mieux». Et donc forcément, Mmh. les clients qui sont intéressés, ça leur permet aussi de rentrer un peu plus dans le détail, et de venir poser des questions de plus en plus techniques. Et on est toujours heureux de pouvoir échanger avec les clients d'expliquer des points techniques, et les raisons en fait de la décision d'une telle ou telle décision dans nos investissements. Ouais. Alors vous nous avez déjà parlé des comités, d'investissement. Alors comment est-ce que chez Yomoni, vous les prenez ces décisions d'investissement? Alors quels sont les critères, les plus importants pour vous? C'est est-ce que vous avez des indicateurs clés que vous regardez en priorité? Est-ce que, il y a des choses qui sont rédhibitoires? Qu'est-ce qu'il y a un red flag, pour vous sur l'investissement? Comment on choisit, d'investir? Comment on sélectionne son actif?
Alors nous, on a une vision en termes d'investissement qui est plutôt global macro, c'est-à-dire qu'on va vraiment partir des différentes zones géographiques pour décider des allocations, Mmh. des différentes classes d'actifs, parce que dans nos profils diversifiés, on va utiliser des ETF actions et des ETF obligataires, Ouais. allant du souverain évidemment aux obligations d'entreprise. Et donc on va avoir vraiment cette vision, notre point de départ, c'est vraiment cette vision globale macro. Donc on va regarder tous les chiffres macroéconomiques, et c'est là où mon rôle de chef d'économiste est important aussi. Oh, bien On sûr. va regarder les banques centrales, puisqu'évidemment les banques centrales ont un impact très important en termes de flux, en termes de facilité, en baissant ou en montant les taux, en termes économiques. On va regarder aussi le positionnement du marché. On a la chance de pouvoir échanger avec beaucoup aussi de nos pairs sur le positionnement qu'ils peuvent avoir, globalement, et ce qu'ils regardent, et puis il y a un certain nombre de publications qui permettent de voir comment est positionné le marché. Et donc on va prendre tous ces éléments-là pour se Mmh. faire une idée globalement de la situation du marché et des risques qu'on pourrait voir ou que le marché pourrait ne pas voir. Et ensuite, on va réfléchir sur les thèmes sur lesquels va regarder le marché. Parce que moi, je me souviens quand j'étais étudiant ou lorsque j'ai commencé à travailler, j'avais un peu cette image du marché qui était omniscient et qui traitait de toutes les informations, de tous les éléments dont il disposait pour arriver à faire ses décisions en fait en termes de prix et évoluer. Et en fait, au fur et à mesure, et depuis que je travaille, je me rends compte que le marché, même s'il y a de l'intelligence artificielle, même si on traite de mieux en mieux les données, il va surtout considérer un ou 2 thèmes, voire 3, mais guère plus. Il Mmh. va se focaliser sur ces thèmes-là, et donc on va essayer de prendre du recul sur les thèmes du moment et les prochains thèmes qui pourraient émerger et sur lesquels on pourrait en prendre en compte dans nos allocations. Et D'accord. ça, c'est assez saisissant, lorsqu'on prend un petit peu de recul sur ce fonctionnement du marché qui va rester pendant toute une période de temps qui peut être relativement longue, focalisé sur une thématique particulière, et qui ensuite va regarder complètement autre chose. On l'avait vu pendant le Covid, hein, pendant toute la période Covid, on était tous, nous, professionnels de l'investissement, concentrés sur la propagation de la pandémie, et du coup, les taux de fermeture, on essayait de prévoir les fermetures des économies progressivement et les réouvertures. Mmh. Et à partir du moment où Pfizer avait annoncé qu'ils avaient un vaccin efficace à plus de 90%, même si le vaccin n'était pas encore produit, que ça ne résolvait rien, du jour au lendemain, pratiquement, le marché a arrêté de suivre la pandémie en se disant, bah, Ouais. on a une solution, donc on passe à autre chose. Et donc voilà, donc ça c'est intéressant, et surtout aussi, on va essayer de prendre en compte les biais qu'on peut avoir. Nous, on milite auprès des clients pour leur dire de déléguer leur gestion, parce que lorsqu'on investit et lorsqu'on gère son propre argent, on a un certain nombre de biais, notamment le Bien biais sûr. d'action, qui sont particuliers. Mais lorsqu'on est professionnel, on n'a pas ces biais-là, mais on en a d'autres, évidemment. On a notamment le biais de confirmation, c'est-à-dire que lorsqu'on a un sentiment et un scénario de marché présent dans l'esprit, on va plutôt regarder tous les éléments qui vont Qui dans ce corrobore, sens-là, ouais, bien et, sûr. et oublier les autres. Et donc, on va à chaque fois aussi prendre du recul et réfléchir en se disant, est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier quelque chose, pour essayer de prendre vraiment cette perspective-là. Donc, on va prendre tous ces indicateurs-là, et en fonction des moments de marché, on va mettre l'accent plus sur l'un ou sur l'autre. Néanmoins, voilà, on prend tout ça en compte. D'accord, OK. Donc vous avez à la fois une lecture, macro évidemment, géographique et puis, Et sectoriel. thématique et sectorielle. Ouais, Ouais, voilà, c'est exactement. ça. Hem, alors maintenant on va prendre un cas concret. On va prendre un ETF, par exemple un ETF, actions US. Comment est-ce que vous l'analysez? Qu'est-ce que vous allez regarder en premier? Qu'est-ce qui va vous faire dire, «J'y vais» ou pas? Comment ça fonctionne? Alors, Mmh. c'est vrai que on a parlé là beaucoup de construction d'allocation ensemble, la manière dont on faisait dans nos comités Mmh. d'investissement, nos décisions d'allocation globalement. Et ça, c'est vrai que globalement, les clients perçoivent bien notre rôle dans ce côté-là. C'est-à-dire, on va par moments surpondérer, par exemple, les actions américaines, ou au Mmh. contraire les sous-pondérer. Et ça, c'est assez visible pour les clients. Ils comprennent bien l'intérêt d'un gérant sur ce sens-là. Ce qui est plus compliqué, ce qui est moins perçu, en fait, c'est l'apport qu'on a dans la sélection de l'ETF à proprement parler. Et c'est dans la sélection de l'ETF qu'on apporte aussi de la surperformance, et qu'on a tendance à aller sélectionner le meilleur ETF. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment visible pour beaucoup de clients? C'est que on se dit, on a raison, un ETF, c'est un produit qui est simple, qui va chercher Mmh. uniquement à Bien sûr, ouais. répliquer un indice. Et donc, si je sélectionne et que si je regarde les frais qui sont à l'intérieur de l'ETF, eh ben, c'est bon, j'ai sélectionné. Il suffit de regarder l'ETF qui est le moins cher en termes de frais de gestion. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que vous avez deux grosses méthodes de réplication sur les ETF, qui peuvent être par exemple la réplication physique et la Physique et réplication synthétique, ouais. synthétique. Quand vous êtes en réplication physique, la juridiction, l'endroit où va être localisé l'ETF juridiquement, c'est-à-dire est-ce qu'il est en France, au
Luxembourg, en Irlande, par exemple, ça va avoir un impact sur les traitements fiscaux des dividendes qu'il va toucher. Est-ce que l'ETF fait des pré-titres ou pas des pré-titres? Vous avez un certain nombre de mesures à prendre en compte qui permettent de sélectionner un ETF qui devrait arriver à mieux répliquer et à faire moins de sous-performance ou une surperformance par rapport à l'indice qu'il va chercher à répliquer. Et ça apporte beaucoup de valeur. Et nous, on va passer beaucoup de temps à, d'une part, sélectionner les ETF globalement, et donc choisir l'ETF qui nous paraît être le meilleur pour la thèse d'investissement. Et lorsqu'on veut, par exemple, s'investir sur des actions américaines, on va aller chercher l'ETF qui nous paraît être le meilleur. Donc ça, c'est la sélection de l'ETF. Et puis, dans ce comité aussi de sélection d'ETF, on va périodiquement revenir pour réanalyser nos choix, pour vérifier si on avait fait le bon D'accord. choix, si d'autres ETF sont arrivés. Et on passe beaucoup de temps, Oui, parce et c'est qu'effectivement, moins il y en a de visible. nouveaux qui arrivent de temps en temps et effectivement, ça peut remettre en question la pertinence de son choix initial, oui. Exactement. Donc, on va regarder tous ces aspects réplication, la manière dont l'ETF est géré et structuré. On va regarder les impacts de volume, de liquidité. On va regarder tous ces biais-là. Et c'est des choses je vais pas dire complexes, mais sur lesquelles il faut passer du temps parce qu'ils sont créateurs de valeur de manière assez importante, ce qui surprend souvent les clients lorsqu'ils commencent à regarder vraiment en détail. Des ETF qui répliquent le même indice n'ont pas la même performance sur le long terme, et c'est dû à leur structuration notamment, et c'est dû à leur localisation géographique. Et en fonction de si on veut s'exposer sur les actions américaines ou les actions européennes, par exemple, on n'a pas intérêt à choisir la même méthode de sélection. D'accord. Et il y a aussi la question du PEA, bien sûr, puisque Yomoni, propose un PEA. Donc effectivement, vous n'allez pas forcément choisir le même ETF, action américaine sur, les assurances vie ou le compte titre, plutôt que sur le PEA qui, là, a un besoin que ce soit éligible, qui va passer par un ETF synthétique. Voilà, Exactement, exactement. Après, il se trouve que sur les actions américaines, le fait de passer en synthétique, qu'on soit en PEA ou pas un PEA, c'est plutôt apporte un une vraie atout, valeur. bien Exactement, sûr. et un vrai atout. Mais c'est vrai, vous avez raison. On va avoir des contraintes, et l'avantage de l'ETF dans le cadre du PEA, c'est que justement, par le biais d'ETF, on peut être éligible au PEA et on peut s'investir. On peut investir dans le monde entier et Voilà. donc être plus diversifié que lorsqu'on est investi uniquement en physique, sur lequel on a la contrainte d'être investi uniquement sur des indexations européennes. Alors, je voudrais maintenant qu'on parle un petit peu de l'ETF World parce que c'est un Mmh. ETF qui est très, utilisé par, les investisseurs particuliers. Il y a Oui. beaucoup d'influenceurs finance effectivement qui en parlent aussi. Alors c'est, présenté un petit peu comme l'alpha et l'oméga, la diversification, XXL, alors est-ce que pour autant c'est si diversifié que ça? Est-ce que c'est un ETF sur lequel on peut investir, seul? Est-ce qu'il doit rentrer plutôt dans un portefeuille diversifié d'ETF? Et du coup, comment on construit un portefeuille diversifié d'ETF? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Aussi son profil d'investisseur peut-être? Voilà, comment vous feriez? Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à la newsletter gratuite Café de la Bourse pour ne rien manquer de nos publications. En cadeau, vous recevrez notre ebook pour bien débuter en bourse. Le lien est en description. Alors c'est vrai que l'ETF, notamment sur la MSCI World, il a été très mis en avant comme étant la solution et la meilleure solution pour investir, puisque avec une seule ligne, on est investi dans des milliers de titres, Oui, et on est investi géographiquement, même s'il y a une surpondération sur les actions sur américaines, laquelle, ouais. mais c'est lié à la capitalisation de marché Bien boursière sûr. globalement, donc ça peut faire du sens. Mais les investisseurs en sont un petit peu revenus. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte, notamment l'année dernière, que lorsqu'on faisait ça, on prenait un risque de change, évidemment, sur les actions américaines. Donc, il y a Bien sûr. une décision à prendre en compte sur est-ce que je fais cela de manière assez naïve, comme ça, de cette manière-là, ou est-ce que je vais chercher des indexations qui vont être protégées au niveau du risque de change. Et c'est vrai que l'année dernière, on a vu une différence assez importante et une perte du dollar par rapport à l'euro assez importante, assez conséquente, qui fait qu'au global, entre une indexation couverte en risque de change et non couverte en risque de change, vous avez La 9% différence est d'écart notable. en termes de performance, et c'est notable. Donc là, les particuliers se sont rendus compte que c'était pas si Mm. simple, et qu'en investissant dans du MSCI World, on prenait quand même un certain nombre de décisions d'investissement sans forcément s'en rendre compte. Donc il y a cette partie-là, et dans ce qu'on disait aussi dans la sélection de l'ETF, quand vous investissez dans un ETF MSCI World, vous avez une seule technique de réplication, et donc vous n'avez pas l'optimisation maximum sur les différentes zones. Donc nous, on va chercher plutôt à répliquer comme base de départ ce MSCI World en sélectionnant les ETF, et ensuite on va sur ou sous pondérer certaines zones. Donc il faut avoir conscience toujours et regarder conscience de la concentration qu'on
qu'on peut avoir dans des indices, même si le MSCI World a la réputation d'être diversifié. On le sait, il a quand même un poids très important sur les actions américaines, de l'ordre de 70%, et puis très important aussi, du coup, sur la technologie, sur toutes les Bien valeurs sûr. techno. On a en tête les 7 magnifiques et ainsi de suite, mais ça, faut en avoir conscience. C'est pas forcément un mal, on le voit. C'est vraiment ce qui, en termes d'investissement, en termes de rentabilité, en termes de marge, c'est vraiment ce qui permet au marché actions globalement d'avoir des bonnes performances et au marché actions américain en particulier. Néanmoins, il faut en avoir conscience et puis se poser la question de savoir si on est vraiment à l'aise avec cette thèse d'investissement-là ou pas. Donc, c'est un moyen relativement simple et c'est vrai que d'investir progressivement dans le MSCI World, ça peut faire du sens, mais il faut avoir conscience du fait qu'on prend un certain nombre de risques de change et donc il faut analyser un peu plus en détail si on veut vraiment être complètement confortable et passer un petit peu plus de temps. Oui, d'ailleurs, comment est-ce que ça se passe chez Yomoni? Parce qu'effectivement, le risque de change, il y a beaucoup d'investisseurs particuliers qui l'ont vu et qui l'ont un peu pris en pleine face l'année dernière avec cette baisse du dollar face à l'euro. Est-ce que c'est quelque chose que vous maîtrisez chez Yomoni? C'est-à-dire que quand vous investissez sur des zones, vous prenez forcément en compte le risque de change? Vous prenez des ETF hedgés? Comment ça se passe? Alors en fait, nous, sur du long terme, on a une vision à 50-50 entre du hedgé et du non hedgé. C'est-à-dire qu'on va prendre à moitié le risque de change et à moitié on va Mhm. le couvrir. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est persuadé, et c'était déjà le cas, moi, quand j'étais à l'époque chez Sinopia en gestion quantitative, on avait des modèles un petit peu sur tout, mais sur le change, on savait que ça ne marchait pas. C'est toujours très compliqué de savoir exactement ce que D'anticiper. va faire exactement. Donc, on se dit que sur du long terme, et nos clients sont là pour être sur du long terme, nos indices de référence, notre vision à long terme stratégique, elle va être basée sur quelque chose couvert à moitié et pas couvert sur la moitié de l'allocation. Et ensuite, effectivement, lorsqu'on a une vision un peu plus précise, on va venir sur ou sous-pondérer soit la protection, soit au contraire le risque dollar. Lorsqu'on pense que le dollar, par exemple, même si c'est de moins en moins un actif refuge, lorsqu'on pense que le dollar peut servir justement de valeur refuge, on va sur ou sous-pondérer la protection. Mais notre vision stratégique, parce qu'on raisonne vraiment sur du long terme avec une vision stratégique sur laquelle on va s'écarter un petit peu pour prendre des paris géographiques ou sectoriels, on va aussi pouvoir le faire sur le côté devise. Mais nous, notre vision à long terme, c'est qu'il faut être, quand on est un investisseur européen, à moitié couvert contre le risque de change parce que on le voit, c'est très compliqué, c'est même impossible de prédire l'évolution du taux de change. Il y a tellement de paramètres et c'est tellement lié aussi à des décisions politiques qu'on préfère avoir cette vision long terme équilibrée entre la moitié du risque de change et à moitié couvert. D'accord. Alors maintenant, on va passer à une question un petit peu rigolote. Alors, quelle est la meilleure décision d'investissement que vous ayez prise? Ensuite, quelle est la pire? Alors, la pire, ça peut être difficile parce que chez Yomoni, vous avez un historique de performance qui est assez incroyable. Mais bon, je pense qu'il y a quand même, dans une vie d'investisseur, il y a forcément des bonnes et des moins bonnes décisions. Alors peut-être la meilleure décision d'investissement qu'on a pu prendre, alors là pour le coup chez YouMoney, et c'est de continuer à en croire en l'économie américaine Ouais, et implicitement la technologie. Donc par moment, lorsqu'on s'est dit que ça allait peut-être un peu trop fort, on est venu pondérer un petit peu plus et minorer un petit peu plus l'allocation technologique et l'allocation américaine. Mais globalement, on reste très positif sur l'économie américaine, même si régulièrement on entend des signaux d'alerte, on entend des gens dire ça va beaucoup trop et ainsi de suite. C'est vraiment continuer et analyser vraiment toujours vraiment cette innovation et ce développement de l'intelligence artificielle. Et ça, je pense que c'est la meilleure décision d'investissement qu'on a pu avoir, c'est de suivre ce mouvement-là sur l'économie américaine et sur les valeurs technologiques globalement. Ça apporte d'accord. quand même beaucoup de performance et nous on est persuadés que c'est pas encore le moment où on est en haut d'une bulle ou quoi que ce soit. Donc on reste relativement confortable sur cette décision-là globalement. Ça, je pense que c'est la meilleure décision d'investissement qu'on a pu prendre. Et alors sur la pire décision d'investissement, alors moi j'ai eu de la chance globalement sur mon parcours, c'est que j'ai toujours été dans des entreprises qui étaient très processées avec des process et un encadrement des risques de manière très importante, ce qui veut dire que lorsqu'on fait une mauvaise décision d'investissement, et évidemment ça nous arrive, ça limite la prise de risque et ça limite l'impact négatif pour les portefeuilles. Mais moi ce que je retiens de mon expérience, c'est peut-être l'année 2016 globalement sur les pires décisions d'investissement
d'investissement. Donc à l'époque, j'étais chez Lyxor. Et coup sur coup, on avait eu les bonnes anticipations, à la fois sur les élections, sur le Brexit, et puis D'accord. sur l'élection de Donald Trump, où on avait regardé notamment, je me souviens très bien, on regardait les marchés de prédiction et les marchés de paris, hein, que ce soit au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Il y a des marchés de prédiction qui permettent d'essayer de prévoir les événements. Mhm. Et ces marchés de prédiction donnaient des signaux qui étaient pas les mêmes que les sondages. Et donc on s'était positionné, on avait anticipé le fait que potentiellement le Brexit pourrait avoir lieu, contrairement à ce qui était dit et ce qui était vu dans les sondages. Et même chose pour l'élection de Donald Trump. Et là où je dis que c'est la pire décision d'investissement peut-être, c'est qu'en fait, ce qui paraissait compliqué, c'était de prévoir ce qui allait se passer, évidemment, sur le côté électoral. Mais après, tout le monde était persuadé que dans les deux cas, ce serait terrible sur les marchés et qu'il y aurait vraiment une situation de gens qui allaient sortir du risque parce que le Brexit était vraiment pas bon économiquement pour le Royaume-Uni. Et puis les élections de Donald Trump étaient aussi perçues comme étant vraiment négatives pour les marchés actions. Et ce qui est surprenant lorsqu'on reprend cette année 2016, c'est qu'évidemment, le premier impact sur les marchés, ça a été le Brexit, ça a été une baisse des Oui, actifs risqués de manière très importante, mais ça n'a duré que 3 jours. bien sûr, Et ça, c'était assez surprenant. Et même chose, en fait, pour Donald tout à fait, Trump, où oui. là, ça a duré que 3 heures avant que le marché se rappelle qu'un président républicain était en général Ah, plutôt plutôt bon bon, ouais. pour l'économie et pour Ouais. les actions. Et là, en fait, il valait mieux avoir tort sur la prédiction de ce qui allait se passer en termes électoral, parce que il fallait mieux être positionné comme si tout allait se passer comme sur les sondages. Donc c'est là, voilà, c'était très encadré en termes de risque. On avait juste pris quelques positionnements en se disant le marché va trop dans un sens et on pense que ce sera pas aussi simple que ça en termes électoral. Néanmoins, c'est vraiment, moi, je retiens cette année 2016 comme une vraie leçon d'investissement sur le fait que même D'accord. en ayant l'information de marché, et à l'époque, je pense que des gens ont été prêts à payer cher pour essayer d'avoir en avance cette information. En fait, cette information-là ne servait pas puisque le marché s'est retourné très très rapidement et s'est comporté de manière totalement différente par rapport à ce qu'on pouvait en Pour attendre. imaginer, oui. Donc, faut se méfier du consensus quand même et de ce qui est normalement écrit. Ça peut ne pas du tout se passer comme ça. Alors, Il on faut va toujours faire. rester très encadré, hein, très processé, très Ouais, encadré en termes de risque. Et même lorsqu'on a une conviction très très forte, il faut évidemment l'implémenter dans ses allocations, mais il faut aussi se dire qu'on peut se tromper et que même si on a raison sur le fait générateur, finalement l'appréciation du marché peut être différente par rapport à ce qu'on anticipait avant. tout à fait. Alors, on va faire un bond de 10 ans en avant parce qu'on va revenir à aujourd'hui. Quel est votre sentiment de marché actuel? Alors c'est une question qui est compliquée puisque ça change, j'allais Oui, dire presque tous les jours, voire même toutes les heures en fonction des différentes, notamment, et on commence à être habitué des oui, différentes déclarations du président américain. voilà. Et des nouvelles du Euh, Moyen-Orient, effectivement. Mais bon, Exactement. Mais en fait, nous, on distingue deux choses différentes dans nos profils. C'est les profils d'une part diversifiés, sur lequel on se dit qu'un client qui vient chercher chez nous un profil diversifié, c'est un client qui va chercher à minimiser son risque d'une certaine manière, et sur les profils les plus dynamiques. Et donc les profils les plus dynamiques, que ce soit le PEA chez nous ou les profils qu'on appelle 10, donc c'est des ouais. profils qui sont toujours investis en ETF Action. Et quelle que soit notre perception du marché, c'est des profils qui restent investis, quoi qu'il arrive, toujours en ETF Action à 100%. Et donc, on va chercher dans ces allocations-là à minorer ou de manière géographique ou sectorielle, à venir protéger un petit peu, mais toujours en restant investi à 100% en ETF Action. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais à quel moment les rebonds vont arriver lorsqu'on est en période de creux ou lorsqu'on est en période d'inquiétude. Ouais. On parlait tout à l'heure du Covid. Il a suffi que Pfizer annonce, et c'était, je me souviens, en Europe, pendant l'heure du déjeuner, les résultats de Mm. son vaccin pour que le marché rebondisse extrêmement violemment. Et tout ça, c'est des événements qui sont imprévisibles. On l'a vu aussi lorsque il y a eu la première déclaration de cessez-le-feu de Donald Trump. Bien sûr, ouais. Quelques heures avant, il déclarait qu'il allait raser complètement la civilisation iranienne, avant 2 heures après de donner un cessez-le-feu et donc de donner de l'air au marché. Donc pour les profils les plus dynamiques chez nous, ils vont rester toujours en ETF complètement action. Et là, on a tendance à toujours surpondérer la partie américaine et à sous-pondérer la partie européenne, qui pour nous, notre vision, c'est qu'il souffre économiquement de l'impact énergétique et qui va souffrir d'une banque centrale européenne qui devrait monter ses taux C'est tout, bien sûr. et ralentir encore la croissance qui est vraiment moribonde globalement en zone euro. Et sur les profils les plus diversifiés, on est plutôt sous-pondéré légèrement en action, parce que là, on pense qu'une grosse partie du rebond a déjà été fait
fait que le marché reste assez conciliant avec ses espoirs de réouverture du détroit d'Ormuz et de fin du conflit. Ça nous paraît encore peut-être un peu prématuré. On pense que le rebond a quand même été bien fait. Et on a rajouté, alors on a une petite partie où on baissait vraiment la duration obligataire avec cette crainte liée à l'inflation et liée aux hausses de taux qu'on a pu bien observer sûr. sur les taux longs. Et là, on revient progressivement sur une exposition de taux, notamment sur la zone euro, parce que là, on pense que la croissance et les anticipations de croissance en zone euro sont peut-être un peu trop optimistes, notamment si la Banque centrale européenne veut marquer vraiment son intérêt pour suivre les anticipations d'inflation et monte ses taux. On pense que l'impact pourrait être vraiment une baisse de la croissance plus importante que ce qui est aujourd'hui anticipé par les marchés. Donc on pense que ça pourrait venir refaire baisser les taux longs. Donc on remet un petit peu de duration sur la partie géographique européenne sur les taux. D'accord. Et alors, dans ce contexte compliqué, quel conseil vous donneriez à un investisseur particulier qui veut se lancer? C'est de se tenir informé, de passer du temps, évidemment, et pour se renseigner et constituer ses allocations, et d'être diversifié. Ce qui est assez compliqué, c'est d'arriver, et je pense que c'est la chose qui est la plus fondamentale lorsqu'on va investir, c'est d'arriver à calibrer vraiment son appréciation du risque et son appétence au risque. On dit toujours, et c'est vrai, plus on a du temps devant soi, plus on peut prendre du risque. Et ça, c'est vrai que pour prendre un investissement complètement action, par exemple, il faut avoir du temps devant soi. Mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'un investisseur qui a du temps devant lui, mais qui ne sera pas à l'aise dès qu'il va commencer à observer des baisses de marché importantes ou de la volatilité importante, dans ce cas-là, même s'il a du temps devant lui, il faut mieux qu'il choisisse quelque chose d'un peu plus diversifié. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il aura, et ça, on a tendance à l'oublier, parce que ça fait quand même plusieurs années, on a des performances supérieures à 10% sur les marchés actions. Oui. Lorsqu'on verra des creux de marché, et on en connaîtra, c'est sûr, à un moment ou à un autre, lorsqu'il verra des baisses de marché de 10, 20 ou 30% sur les marchés actions, si il a pas cette capacité à gérer ces volatilités importantes, il baissera ses expositions au pire moment, même s'il a du temps devant lui, parce que il aura du mal à dormir, parce qu'il s'inquiétera, parce qu'il pensera avoir fait une erreur, et il n'arrivera pas à se refocaliser sur son projet de long terme et sur le temps qu'il a devant lui. Et donc, il faut à la fois arriver à quantifier le temps qu'on a devant soi pour voir quels risques on peut prendre, et puis ensuite arriver à analyser sa propre expérience sur les marchés et sa propre perception de comment on réagira, ce qui est toujours difficile, comment on réagira pendant les mouvements de creux. Et ensuite, faut être diversifié, même si on est persuadé d'avoir la martingale, même si on est persuadé de savoir ce qui va monter et avoir un vrai sentiment de marché, il faut quand même avoir l'essentiel de son portefeuille très diversifié, de manière à pouvoir justement traverser des moments de marché qui peuvent être compliqués et qui peuvent avoir des rotations qui peuvent être relativement importantes dans le marché. Donc c'est vraiment un conseil, c'est d'arriver à bien diversifier et arriver à bien analyser du coup sa propre appétence au risque, ce qui est loin d'être évident. On a nous le robot advisor qui vient aider en posant les questions. On a les conseillers aussi qui peuvent aider. Exactement ce que j'allais vous demander, parce que alors son horizon d'investissement, ça généralement on l'a, on se fixe tant d'années avant un projet. Essayer de réellement bien connaître son profil de risque, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus compliqué. C'est là où en fait surtout aussi quand on débute. surtout quand on débute, c'est là aussi où en effet investir avec un robot advisor, généralement, c'est quand même pouvoir avoir un questionnaire, répondre à tes questions pour bien définir son profil de risque en amont et essayer d'avoir la gestion la plus adaptée à son profil d'investisseur du coup. Donc vous, j'imagine que vous avez mis au point un outil qui permet de bien définir le profil. Oui, alors nous, on a effectivement le robot advisor, il n'est pas du tout là dans la gestion, il est vraiment là dans l'accompagnement et dans la calibration du risque initial. Lorsque vous rentrez dans l'univers Yomoni, vous devez répondre à un certain nombre de questions qui vont aider le robot advisor, du coup, à vous qualifier un degré de risque globalement, et vous allez pouvoir librement vous écarter un petit peu de ce degré de risque, mais pas complètement non plus. C'est-à-dire que si vous arrivez chez Yomoni en vous disant, moi, je veux un profil 100% action parce que je pense que les actions vont monter, mais que pour une raison X ou Y, que ce soit la durée d'investissement que vous avez devant vous ou la façon dont vous répondez aux questions, et le robot a cerné que vous allez avoir du mal à gérer potentiellement ces volatilités-là, on va peut-être vous proposer un profil beaucoup moins risqué. Et vous n'aurez pas la capacité vous-même d'aller complètement sur du 100% action. Il faudra prendre rendez-vous avec un conseiller pour échanger et comprendre pourquoi
le robot a qualifié ça pour essayer de vous faire prendre conscience de la raison pour laquelle on pense que le robot pense, et donc nous on pense dans notre qualité de devoir de conseil que c'est pas adapté pour vous d'avoir forcément un placement 100% action. Donc voilà, donc on a des fois des clients qui sont déçus, mais on pense que c'est pas le bon sens et que c'est pas une bonne chose pour eux, et donc tant pis, on préfère parfois dire non à des clients plutôt que de mal les conseiller. C'est vraiment ce qui va guider notre stratégie de conseil et d'investissement. D'accord, donc quand même un véritable accompagnement pour définir la définition du profil. Alors on va finir avec une petite anecdote. Alors, quelle est la demande la plus insolite qu'on vous ait faite? Vous devez voir passer des questions de clients. Qu'est-ce qui vous a fait sourire, ou quelque chose à quoi vous ne vous attendiez pas du tout? Alors on a souvent des questions de clients, mais moi ce que peut-être la chose que je garde toujours en tête, et c'est une anecdote qui est vieille, hein, parce que moi je commençais à travailler à cette époque-là, mais c'est qu'en fait on a souvent l'impression, et souvent les clients des fois ont peur de poser des questions en se disant: «Mais je vais poser une question, je vais paraître bête», et donc il faut pas hésiter à poser des questions, à s'informer. Il n'y a pas de questions bêtes. Et moi ce que je retiens un peu en insolite, c'est qu'une fois, donc quand je commençais à travailler, j'ai d'abord commencé à travailler sur les produits dérivés. Heu, bah, J'avais demandé une cotation sur un échange ce qu'on appelle un contrat de swap. Donc c'est un contrat dans lequel on va échanger la performance du CAC 40 et en échange recevoir la performance de l'Eonia. Donc c'est des choses un peu techniques, D'accord. mais la cotation était pas bonne du tout. Et donc j'avais demandé au professionnel qui m'avait fait la cotation en disant: c'est pas possible, il faut vérifier auprès des traders qu'on fait la cotation, parce que ça ne vaut pas ça. C'est pas possible. Et le vendeur m'avait répondu: mais qu'est-ce que t'en sais, toi, de la performance du CAC sur les 5 prochaines années? Et j'avais été assez sidéré parce qu'en fait, et c'est ce que j'apprends aussi à mes étudiants, c'est que la valeur d'un produit dérivé, c'est toujours une valeur de couverture. Il n'y a jamais d'anticipation vraiment sur la performance des actifs. Et là, j'étais face à quelqu'un qui avait une expérience relativement importante, et je me suis rendu compte qu'il ne savait pas de quoi il parlait, qu'il ne comprenait pas complètement les produits qu'il vendait. Et ça, du coup, c'est une anecdote que je garde souvent auprès de moi, c'est que il faut pas hésiter à poser les questions, Bien sûr. et même si on a beaucoup d'ancienneté, ou même voilà, parce que il arrive parfois que les gens avec lesquels on parle et on a l'impression que ils savent beaucoup de choses, et ben ils sont pas forcément eux-mêmes posé cette question-là. Et c'est vrai que nous on prend souvent des stagiaires ou des alternants, et moi je fais toujours plaisir à donner cours. On a des questions des fois qui sont pertinentes, qui sont un peu décalées, et sur lesquelles ça nous permet aussi de nous remettre en perspective en disant: c'est vrai, ce que je fais par habitude, est-ce que je sais vraiment pourquoi je le fais? Et j'avais été un peu surpris de cette réponse-là, évidemment, je ne savais pas ce qu'allait faire le CAC sur les 5 prochaines années, mais en fait, personne ne le savait, et Bien c'était sûr. uniquement des prix de pré-emprunt de titres globalement sur le marché qui faisaient la cotation. Et j'avais été très surpris, et j'ai gardé ça, et ça faisait peut-être une année que je travaillais, et j'ai gardé ça toujours en me disant: il faut toujours, même face à des professionnels qui ont des statuts relativement importants, où on se dit vraiment, si je pose cette question-là, je vais avoir l'air bête. Il faut toujours poser cette question-là, que ce soit professionnellement, faut poser les questions qu'on a professionnellement, ou même, voilà, faut pas hésiter à nous poser les questions, nous aussi chez Yomoni, à votre conseiller quand quelque chose ne vous paraît pas clair. Il faut poser la question. Vous allez apprendre quelque chose, et il n'y a jamais de questions bêtes. Et je me méfie toujours, que ce soit d'un client ou de quelqu'un qui commence par dire: je vais poser une question vraiment très bête, je suis désolé. Parce que souvent derrière cette impression de questions bêtes, il y a des choses vraiment fondamentales. Il faut vraiment les maîtriser pour être capable de répondre. Bien sûr, il faut toujours garder son esprit critique et savoir Toujours. prendre du recul, même quand on a de l'expérience, effectivement. Exactement. Oui. Eh bien, merci Olivier Maltès, chef économiste, directeur des investissements chez Yomoni, d'avoir accepté notre invitation dans l'émission Parole d'expert de Café de la Bourse. Merci d'avoir suivi cette édition de Parole d'expert en vidéo ou en podcast. N'hésitez pas en commentaire à nous dire si vous préférez choisir vous-même vos titres, ou si vous avez opté pour des enveloppes en gestion pilotée. On regardera tout ça très attentivement. Merci beaucoup. À